quelque chose qu'on n'a pas encore fait, c'est ajouter des pages dans le document, puisque le document était fourni avec des pages qui étaient déjà là. Donc, par exemple, dans les gabarits, là, je prends les 2 pages du gabarit C et je les déplace à la fin du document. Donc, j'ai une double page qui utilise le gabarit C. Je peux faire la même chose avec le gabarit B. Voilà. Il est là. Voilà. Et alors, vous allez sur ces pages-là que vous venez d'ajouter. Vous double-cliquez, par exemple, sur la page 10. La page 10 est affichée. Voilà. Mais il y a juste un petit problème, c'est que les blocs ne sont pas sélectionnables. Ce qui vient d'un gabarit est verrouillé. Donc on va devoir les déverrouiller. Alors il est possible de déverrouiller des blocs en utilisant sur le PC les touches CTRL et majuscules et en cliquant sur les blocs. Sur le Mac, ce sera commande et majuscule. Donc vous voyez qu'on arrive à déverrouiller des blocs, ça marche, ce qui va me permettre d'en supprimer certains. Vous êtes bien en train de travailler sur la page, pas sur le gabarit, vérifiez bien. Page 10, ici en bas à gauche, qui est indiqué chez moi. Voilà. Oui, tu les fais un par un sur toutes les pages. Je reviens vers toi dans 40 minutes. Mais non, évidemment, on va tous les déverrouiller d'un coup. Je vous montre qu'il est possible d'en déverrouiller manuellement certains. Mais voilà ce que vous allez faire. Vous allez activer les 2 pages 10 et 11. Là, par exemple, on pourrait même activer de 10 jusqu'à 13, si vous avez ajouté 4 pages. Voilà, elles sont toutes les 4 sélectionnées. Et on va déverrouiller tout d'un coup par le menu de la palette pages. Vous avez déverrouillé par rapport au gabarit, un truc comme ça dans la version française. Et voilà. Et là, maintenant, si on va voir sur la page C, qui est toujours là derrière, ils sont tous déverrouillés. Sur la page d'à côté, la page C, qu'est-ce que je dis? La page 10. La page 11 aussi. Et la suivante aussi. Tout est déverrouillé. Voilà. Donc c'est libéré par rapport au gabarit, un truc comme ça dans la version française. Libérer les éléments du gabarit, je pense. Voilà. Bien, je vais aller sur une des pages où il y a des images. Et on va faire des blocs texte. Alors, comme bloc texte, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, ici en dessous de mon image, là, je vais aller sélectionner certaines choses. Oui, j'avais déjà prévu une image là en bas, mais finalement non. Et je vais faire un grand bloc comme ça, par exemple. Voilà, faites un bloc qui s'étend sur 3 colonnes, par exemple. Et on va le transformer en bloc texte. Pour l'instant, c'est un bloc image. Pour le transformer en bloc texte, c'est simple. Il suffit de prendre l'outil texte et cliquer sur lui. Et voilà, les diagonales disparaissent. C'est plus un bloc image et on a le curseur qui clignote qui est là. On peut remplir par du faux texte en attendant d'avoir du vrai texte. En faisant un clic droit, remplir avec le texte de substitution. Au niveau de la police, la taille, l'interlignage, tout ça, on n'a encore rien fait. On vient juste de créer un bloc texte, c'est pas mal. Voilà, n'oubliez pas d'enregistrer le document. Il ne faudra pas perdre ça, hein. Ce serait malheureux. Je serais obligé de vous envoyer le mien pour démarrer dessus. Alors voilà, on a du texte qui est très long, en fait, à la Word. C'est évidemment atroce. Pour lire ça, c'est compliqué. On va donc faire des colonnes de texte là-dedans. Alors, les colonnes de texte peuvent être faites dans des blocs séparés, 3 blocs séparés, mais là, on a un seul bloc. Il va donc falloir faire des colonnes de blocs texte. Donc, il y a 2 manières de faire des colonnes de texte dans InDesign. On va faire les 2. Donc, première manière, vous devez avoir votre bloc qui est sélectionné.
vous allez dans le menu Objet, Options de bloc de texte. Un petit CTRL B sur le PC va vous amener dans cette boîte. Donc je vous rappelle que votre bloc doit être bien sûr sélectionné, sinon il ne sait pas sur quoi vous essayez de travailler. Vous avez la case aperçue qu'on va cocher. Vous avez le nombre de colonnes ici. Donc 2 colonnes, ben, ça paraît logique, ça correspond à ma mise en page où j'avais combien de colonnes là au fait dans la mise en page? Oui, j'avais 3 colonnes. Eh ben, mais je peux faire 3 colonnes de texte là-dedans, il n'y a pas de problème, ce sera mieux. 2 colonnes, ça reste encore trop large. Voilà. 3 colonnes, c'est pas mal. La gouttière entre les colonnes de texte, ben, je vais l'augmenter un peu. Je vais passer à 8 par exemple. Comme ça, c'est plus facile quand on arrive en fin de ligne. On n'a pas tendance à aller lire la suite sur la colonne d'à côté. On voit bien qu'il y a de l'espace. C'est pas la même colonne de texte. Il n'y a pas de problème. Alors ça peut être modifié autant de fois qu'on veut. Vous pouvez retourner autant de fois que vous voulez. Je fais commande B sur le Mac. Vous pouvez aller changer ça. 4 colonnes, 3 colonnes, 2 colonnes. Bon, je vais revenir à 3 colonnes. C'était pas mal. Bien. Donc c'est souple ça peut être modifié comme on veut. Par rapport au fond rose là, il ne me sert plus en fait le fond rose sur le bloc là. Donc je sélectionne le bloc avec la flèche noire, je vais enlever le fond rose. Le fond est en avant-plan, je clique sur la diagonale, voilà, plus de fond rose. Je vais regarder ce que ça donne quand on est en aperçu. Bon ben ça n'a pas l'air trop mal. En cliquant à côté pour désactiver, on voit à peu près ce que ça va donner. Quand ça va sortir sur la sortie papier par exemple. Ok. Donc on a supprimé le fond rose. Je vous répète comment ça a été fait. J'ai dû sélectionner le bloc, mettre la case de fond en avant-plan et cliquer sur la diagonale ici. Bien sûr, si vous avez décidé de garder la palette des outils en une colonne, ben, à vous de trouver où ça se trouve. Voilà. Donc mettez-la en 2 colonnes et voilà, pour enlever le fond, c'est là. Ok, je vais faire sur la page un autre bloc texte. Et ce bloc texte va avoir des caractères qui seront un peu différents. Plus facile à lire, moins de texte, mais ce sera plus grand. Donc pour une lecture rapide dans le magazine, ça peut aider. Les gens qui veulent aller loin pour apprendre ce qu'il y a vraiment dans le détail liront le texte qui est petit. Et les autres vont pouvoir lire un texte qui va être là plus grand. Donc, même principe avec l'outil texte, vous faites un clic droit, remplir avec le texte de substitution. Bien sûr, à un certain moment, ce sera du vrai texte. Là, on est en train de faire la mise en page avec du faux latin. Ça ressemble à du latin, mais c'est du faux latin, c'est du faux texte. Le rose de fond, je peux l'enlever aussi, j'en ai pas besoin. Il était surtout utile quand le bloc n'était pas rempli de quoi que ce soit. Et alors, en ayant le bloc sélectionné avec la flèche noire, je vais pouvoir aller dans la palette des caractères pour obtenir quelque chose de plus grand. C'est juste pour vous montrer comment on fait de la variation sur les pages d'un document. Donc, hein. Menu texte, caractères. Voilà. Texte, caractère. J'agrandis. Je peux changer la police. Je mets le curseur là avec les flèches haut et bas. Je passe d'une police à l'autre. Voilà, on peut... Ben oui, pourquoi pas. Donc, on a une police bâton à cet endroit-là et le reste est une police à empattement, mais
pourquoi pas. Voilà, l'interlignage qui est indiqué ici entre parenthèses, parce que c'est l'interlignage par défaut de InDesign. L'espacement entre les lignes est à 120% de la hauteur du caractère. Mais on peut s'éloigner de ça et faire moins d'espacement ou plus d'espacement entre les lignes. Voilà. Et du coup, ça n'est plus entre parenthèses, parce que ce n'est plus l'espacement par défaut 120% de InDesign, qui se règle dans les préférences de InDesign, au fait. Donc, quand vous voyez des valeurs entre parenthèses dans les boîtes de InDesign, tout comme dans Illustrator et Photoshop, d'ailleurs, c'est la même chose, ça veut dire que c'est quelque chose qui a été mis par le logiciel. Ce n'est pas vous qui avez défini cette valeur. Alors, le caractère, ça se travaille et évidemment, ça se travaille, les caractères, c'est tout un travail typographique pour améliorer l'aspect, parce que là, on a juste mis du texte et c'est vite fait, en fait. Je vais revenir un peu dans mon bloc à 3 colonnes pour aller peut-être un peu moins de gouttière, voilà. Colonne un peu plus large, finalement, 5 mm au lieu de 8, c'était pas plus mal, voilà. Donc, il faut tester, il faut voir ce que ça donne. Peut-être que le texte à côté devra être plus court. Il ne doit pas aller jusqu'en bas, ce sera juste un petit texte qui explique ce qu'il y a sur la page, un petit résumé. Donc, ce que vous allez faire, c'est positionner le curseur à un certain endroit, faire une sélection sur tout le texte qui suit le curseur, et pour ça, il faut utiliser les touches CTRL majuscule et END. Je vous montre sur mon clavier, parce qu'en fait, ça sélectionne tout ce qui se trouve, même en dehors du bloc, parce qu'on a une petite croix rouge ici qui indique qu'il y a du texte qui déborde du bloc, qui ne se voit pas. Donc, le raccourci pour sélectionner le texte qui suit le curseur, d'abord je mets le curseur, je fais sur le Mac commande majuscule, flèche vers le bas à droite, sur le PC ce sera CTRL majuscule END. Je vous montre avec mon petit clavier virtuel, pour ceux qui ne visualisent pas bien. Sur le PC, vous devez enfoncer CTRL majuscule, donc ces deux touches, et la touche END qui devrait se trouver ici. Et puis, il suffit d'enfoncer la touche suppression de caractère. Donc, la touche suppression de caractère, bien sûr, ça peut être celle-là. Voilà. Vous en faites pas pour les touches orange, ça n'a rien à voir ici. Donc, après avoir sélectionné tout ce qui suit le curseur, touche suppression de caractère, et voilà. Et ce sera quand même plus visuel. Vous avez intérêt à faire des vides dans vos mises en page. Vous avez intérêt à faire du vide dans vos mises en page. Par exemple, ici, je vais le faire aussi. Bien que c'est du faux texte, mais on imagine que c'est une maquette. Alors regardez, vous allez tester après. Je vais ici me mettre au début d'une ligne, mais ça n'a pas d'importance. Je peux même créer la fin d'une ligne en tapant un point. Donc, je fais ma sélection de ce qui se trouve après le curseur. Touche suppression. Et voilà, j'ai un vide ici. D'accord? Je vais dans les options de bloc de texte, donc menu Objet, options de bloc de texte, donc CTRL B sur le PC, commande B sur le Mac. Et dans les options de bloc de texte, vous avez peut-être vu un truc qui s'appelle Balance Columns. Donc équilibrer les colonnes. Comme ça, les colonnes ont la même hauteur à peu près. Ok, voilà, on a du vide. Plus vous mettez du vide dans vos mises en page, plus le document aura l'air luxueux. Plus vous remplissez, plus il aura l'air bas de gamme. À ce propos, je vous montre un bouquin qui est en vente. Il ne faut surtout pas l'acheter, mais je vous le montre parce que c'est intéressant. Voilà, j'ai tapé ceci dans Google. White Space Enemy. C'est avec un seul N, abruti. Voilà. Et je tombe sur différents sites de vente de bouquins. Je tombe sur ce bouquin qui vous explique que les espaces blancs ne sont pas votre ennemi.
Les espaces blancs ne sont pas votre ennemi. Je ne pousse pas à acheter sur Amazon, hein, j'aurais pu le montrer sur d'autres sites de vente. Donc c'est vraiment pour comprendre que quand vous faites des affiches, quand vous faites de la mise en page, vous avez intérêt à faire des espaces blancs, du vide. Alors quand on dit du vide, ce n'est pas nécessairement du blanc. Ça peut être un fond coloré, mais en tout cas des espaces dans vos affiches qui ne contiennent pas d'éléments. Vous ne faites pas vraiment du remplissage, quoi. Donc voilà, très important en mise en page, cette notion de ne pas vouloir tout remplir. Vous pouvez avoir du vide, entre guillemets. Ça va apporter vraiment une plus-value. Alors, ils n'ont montré que quelques pages du bouquin ici. Voilà. Donc, retenez ça. Faites aérer vos mises en page. Aérez vos mises en page. Faites en sorte qu'il y ait du blanc sur les pages. Bon, c'est pas génial comme mise en page pour l'instant, hein, mais voilà, il faut ajuster après. OK. Quand vous zoomez en arrière, est-ce que vous voyez que vous avez aussi ces lignes grises qui apparaissent? Quand on zoome en arrière, ça peut parfois vous gêner, ça, hein. C'est ce qu'on appelle le seuil de faux texte. Parfois, on a envie de pouvoir zoomer en arrière sur ces pages et que le texte reste du vrai texte. C'est pour économiser des ressources informatiques que InDesign transforme les lignes de texte en lignes grises quand on est en zoom arrière à partir d'un certain niveau. D'accord ? Bon, ben, si ça vous ennuie, je pense que ce serait intéressant de faire ça. Vous allez dans les préférences de InDesign. C'est l'occasion d'ailleurs de voir les préférences de InDesign qui sont assez complètes. Allez dans InDesign, préférences générales. Évidemment, vous êtes sur un PC, donc ce sera menu édition, préférences générales. Voilà. Et vous avez toutes les préférences de InDesign. C'est de la typographie InDesign, c'est du placement d'images avec oui, de la gestion de contenu, donc ça peut être quand même assez complexe. Vous voyez que les préférences sont assez longues. Et voilà, ça va être dans les performances d'affichage. Puisque ça ne concerne évidemment que l'affichage et ça n'influence pas la sortie. Dans les préférences qui concernent les performances d'affichage, vous avez ici le seuil de faux texte. Si vous le mettez, on va tenter de le mettre à 0, mais ça va sans doute ramener à 1. Non, 0, ça passe. Eh bien, à partir de là, quand on zoome en arrière, vous voyez que le texte garde son aspect de texte. Et ça peut être pratique pour voir une mise en page de loin dans InDesign et voir ce que ça donne. Donc, dans les préférences, performance d'affichage, j'ai été mettre ici 0 à la place de 7. Comme ça, quand je zoome en arrière, je n'ai plus le faux texte, les lignes grises qui apparaissent. Ça peut être très sympa. OK, sur la page de gauche, là, je vais faire 2 colonnes de texte. Et donc, j'aurai ma double page qui sera finie un peu au niveau du design, hein. Je ne suis pas obligé de faire aller le bloc de texte jusqu'en bas aussi. Voilà, je peux laisser délibérément ça absolument blanc. Ah oui, au fait, voilà 2 colonnes de texte. Au lieu de le faire dans le bloc texte avec le CTRL B et ici faire des colonnes dans le bloc, je peux très bien chaîner les blocs texte. Donc essayer d'avoir comme ça 2 blocs l'un à côté de l'autre. Je clique avec l'outil texte dans un des blocs, avec l'outil texte dans l'autre, voilà, et je vais les chaîner. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que le texte qui va arriver en fin de la colonne là va couler dans la colonne suivante. C'est un chaînage. Donc 2 blocs texte. Pour convertir les blocs, j'ai cliqué avec l'outil texte sur eux. Ils sont l'un à côté de l'autre, mais voilà. Et on va les chaîner. Vous avez sans doute entendu parler de cette notion de chaînage de texte. Le flux de texte. On peut même chaîner d'une page à l'autre, faire des documents avec un texte qui passe vraiment d'une page à l'autre.
Mais ici, contentons-nous de faire juste 2 blocs chaînés comme ça, c'est pas mal. Alors voilà, sur chaque bloc, vous avez une porte d'entrée et une porte de sortie. D'accord? Je clique avec la flèche noire sur la porte de sortie du premier bloc. J'ai le curseur qui change d'aspect. Quand je survole l'autre bloc texte, j'ai une chaîne qui apparaît. Ben, il suffit que je clique, pas clique, idiot. Et voilà, j'ai du chaînage. La porte de sortie du premier me montre une flèche qui va vers la droite, ça sort. La porte d'entrée du second me montre une flèche qui rentre là vers la droite, dans ce cas-ci. Bien. On peut matérialiser, on peut voir le chaînage vraiment. En allant dans menu affichage, extra, donc menu view extra, montrer le chaînage de texte, show text threads. À partir de là, quand je suis en affichage normal, bien entendu, pas en aperçu, en affichage normal, quand un des blocs est sélectionné, n'importe lequel, j'ai cette ligne qui me montre que le texte va couler du bloc de gauche au bloc de droite. Voilà, si je bouge le bloc de droite, ben ça suit. Hein. Voilà. Je peux même m'amuser à faire des choses comme ça. Pourquoi pas? Je pourrais même aller mettre des logos là, ou... mais ça c'est pour plus tard. Oui, parce qu'on ne va pas jouer qu'avec du texte et des images carrées. On va aussi mettre des images qui n'ont pas de fond, des images entourées de transparence. Voilà, et on peut remplir avec du texte ou aller coller un texte qui vient d'ailleurs. C'est possible. Bon, là, avec l'outil texte, je clique dans le premier bloc, je fais un clic droit, remplir avec le texte de substitution. Et voilà, on voit que ça a coulé d'un bloc à l'autre. Donc ça veut dire que évidemment, si on supprime du texte dans le premier bloc, ça va remonter. Et si on en ajoute, ça va descendre. Donc c'est des vases communicants, quoi. Les couleurs peuvent être enlevées. Elles ne me servent plus. Voilà. Et je vais remettre ça là au-dessus. C'est pas plus mal. Donc du chaînage de texte, pourquoi pas? Ok, bien. Alors, on va faire un titre. Alors, pour le titre, voilà ce que je vais faire. Je suis encore assez souple au niveau de la mise en page. Je peux descendre le bloc de 3 colonnes, là, le descendre comme ça, et aller créer un autre bloc avec l'outil texte, ou même avec celui-là, si vous préférez, c'est pas plus mal. Avec celui-là, dans un premier temps, aller créer un bloc là, dans la zone au-dessus. D'accord ? Donc vraiment, notre gabarit de départ est, comme son nom l'indique, un gabarit de départ, quoi. Vous n'êtes pas obligé de vous en tenir au gabarit de départ. Vous pouvez abaisser des choses. Le tout, c'est quand même d'utiliser les repères qui sont créés pour qu'on ait un peu de cohérence au niveau visuel dans la mise en page. Voilà, donc ce que j'ai fait là sur la page de droite, j'aurais pu le faire sur la page de gauche ici. J'aurais pu prendre clic, majuscule, clic, les 2 blocs et les baisser tous les 2 comme ça. Voilà, et puis faire un bloc là au-dessus, ça marche aussi. Quoi qu'il en soit, ceci va nous servir à faire un titre avec l'outil texte. Vous allez pouvoir évidemment cliquer là-dedans et taper ce que vous voulez. Voilà, sélectionnez le texte si vous voulez, ou le bloc d'ailleurs, sélectionnez le bloc avec la flèche noire. C'est encore mieux que de sélectionner le texte, parce que si vous sélectionnez le texte, il apparaît en négatif, comme ça. Vous n'allez pas vraiment voir ce que ça donne. Donc j'aime autant que vous sélectionniez le bloc avec la flèche noire, palette caractères, donc c'est menu Type caractère pour ceux qui ne l'ont plus sur l'écran, et vous allez pouvoir changer le caractère, la dimension, voilà, la
couleurs par la palette des nuanciers, menu Window, menu Fenêtre, couleurs, nuanciers, swatches. Voilà. Et faire une couleur si vous voulez. Je vais faire une couleur RVB ici, bien vive. Menu de la palette nuancier, nouvelle couleur. À la place de CMJN, je dis non, 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 je veux du RVB. Et voilà une couleur bien vive qui ne va peut-être pas s'imprimer telle qu'elle. C'est ce que ça nous indique ici, mais en tout cas, si je veux une couleur vive sur la sortie écran, je l'aurai. Ah tiens, elle a été mise évidemment sur le fond du bloc. Je vais la retirer de là. Voilà. Alors, oui, vous avez vu que quand j'ai mis la couleur, là, elle s'est mise sur le fond du bloc. Je la retire, donc c'est sur le texte que je la veux. Donc, en ayant le bloc sélectionné comme ça, j'indique que je travaille sur le contenu, le texte. Avec le petit T à cet endroit-là dans la palette des outils. Je vous rappelle que ce serait quand même bien d'avoir la palette des outils en 2 colonnes. Sinon, c'est un peu compliqué. Voilà. Ça veut dire qu'au lieu de travailler sur le bloc, je travaille sur le texte à l'intérieur du bloc. Je choisis ma couleur que j'avais créée. Elle se met sur le texte. Voilà. OK. Case aperçu et vous voyez ce que ça donne. Ça commence à devenir une mise en page un peu plus pro. En tout cas, ce n'est pas du Word, c'est certain, c'est bien. Donc, les couleurs, ne les choisissez jamais en double-cliquant à la manière de Photoshop là-dessus, ni en utilisant la palette couleurs. Pourquoi? Parce que vous avez vraiment intérêt dans InDesign à utiliser le nuancier, les swatches. Ça va vous permettre de mettre une des couleurs que vous créez là, la mettre sur du texte dans InDesign, même à plusieurs endroits, sur plusieurs éléments, sur des blocs. Et il y a un lien entre la couleur et les éléments. C'est-à-dire qu'en modifiant la couleur là-dedans, ça va modifier partout dans le document. Je vous montre ici. Donc là, le texte ici, ne le faites pas, regardez d'abord, vous allez pouvoir tester après si vous voulez. Le texte là, dans le bloc, clairement, il utilise cette couleur-là. Je vais ici faire un nouveau calque que je vais appeler c'est celui-là, voilà. Fond, je vais l'appeler fond, voilà, fond. Je vais le mettre sous le calque qui contient tout. Hein. Le calque qui contient tout, là, le calque de fond qui ne contient rien a été placé en dessous. J'ai juste modifié l'empilement des calques. Sur ce calque fond, pour être certain de travailler sur ce calque fond, je verrouille les autres. Je vais aller mettre un bloc qui va déborder la page éventuellement. Un bloc qui va utiliser comme couleur de fond, c'est la même couleur. Voilà, vous le voyez, ça peut servir comme repérage, je veux dire, quand on est dans un document, ça peut être une indication d'un début de chapitre ou ça indique qu'on est dans un certain chapitre. OK. Donc il déborde. Hein. Si je visualise en affichage normal, on voit qu'il déborde vraiment, mais en affichage aperçu, le voilà. OK, alors ce que je veux vous montrer, c'est que l'intérêt de travailler avec un nuancier, c'est ceci. Ça peut vraiment être intéressant pour modifier par la suite rapidement un document et changer l'ambiance d'un document. Dans la palette nuancier ici, je n'ai rien qui est sélectionné. Rien n'est sélectionné, je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné. Si je modifie la couleur ici, ça devrait modifier cette couleur-là, mais également celle-là, puisque c'est la même. Donc je double-clique. Case aperçue. On modifie. Et voilà, ça modifie les deux. Et ça, c'est juste sur 2 pages. Imaginez dans tout un document. Dans tout un document, vous avez utilisé une des couleurs du nuancier dans le document.
Grâce à ça, on peut modifier vraiment tout l'aspect du document, toute l'ambiance, grâce à ça. Ben, allez-y, essayez de faire ça, ça peut être intéressant. Donc, je vous rappelle la procédure. Bon, ce serait bien d'enregistrer le document avant de tester ça. La procédure, c'est que je suis allé dans la palette des calques, menu Window Layers. J'ai cliqué sur le bloc de feuilles ici pour créer un nouveau calque. Je l'ai déplacé en dessous de tout. J'ai verrouillé les autres. Je travaille sur le calque fond. J'ai créé un bloc qui déborde en dehors de la page, par exemple. Je lui ai mis la même couleur que celle que j'avais mise sur le texte, le titre, là. Résultat, par la suite, quand je n'ai aucun objet sélectionné, je ne dois même pas indiquer que je travaille sur le bloc d'à côté, là, ou sur le texte, rien n'est sélectionné. En modifiant, en double-cliquant sur l'échantillon, je vais aller modifier la couleur des deux. Voilà, c'est assez intéressant, ça. Donc voilà pourquoi je vous conseille absolument d'utiliser des couleurs qui sont dans le nuancier. C'est ce qu'on appelle des couleurs globales. Vous avez la même chose dans Illustrator. Pour faire vos illustrations, vous avez la possibilité de mettre des couleurs sur vos objets dans Illustrator et que quand vous modifiez une couleur qui est dans le nuancier, ça modifie tous les objets qui utilisent cette couleur. Mais dans Illustrator, il faut le demander qu'elle soit globale, la couleur. Il y a une opération à faire. Dans InDesign, la couleur, toute couleur du nuancier de la palette Swatches est d'office globale. Alors, je continue sur la page ici, vous allez regarder, puis vous allez tester après. Ici, j'avais prévu de mettre un titre, mais il y a déjà un titre sur la page de gauche. Donc, ce que je vais faire, c'est... Voyons un peu. Ah oui, au niveau des calques, j'ai été verrouiller le calque qui contient tout ça pour pouvoir aller travailler sur les fonds. Donc, je dois aller verrouiller maintenant les fonds et je travaille sur celui-là. Vous comprenez, il faut gérer vraiment le verrouillage des calques. Donc, je voulais travailler sur ce bloc ici que j'avais fait précédemment pour un titre, mais... Ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un chapeau. Donc, je remplis avec du texte de substitution. Je sélectionne le bloc. Je vais dans la palette caractères. Et vous me demandiez justement comment on fait pour faire du texte qui est gras. Ben voilà, vous avez les variantes. C'est l'idéal, c'est pas du faux gras, c'est vraiment prévu par un typographe, le texte gras, comme ça. Alors, je peux aller changer aussi la police. Toutes les polices n'ont pas du gras. Donc, ça ne va pas marcher pour toutes les polices. Voilà. Et changer peut-être aussi la couleur. Pas la couleur du bloc, idiot. La couleur du texte. Voilà. OK. Et la teinte, si je veux. OK. Donc, voilà, c'est un chapeau. Ça se voit souvent dans les publications. Vous avez un espèce de résumé ou un extrait de ce qui se trouve, dans le texte qui suit, une espèce de teaser pour éveiller l'attention du lecteur, pour lui donner envie de lire la suite. Je vais aller juste enlever un peu là parce que c'est un peu trop. Par la technique qu'on a vue tout à l'heure. Et voilà ce que ça donne, c'est le genre de choses. D'accord? Ça commence à ressembler à un truc un peu plus professionnel. Donc déjà là, rien que sur ce document, il y aura possibilité de faire plusieurs styles de paragraphes. Mais ça, ce sera pour un autre jour. On a un style pour le titre. On a un style de paragraphe pour ça, qui est la même chose que ça en fait. On a un autre style de paragraphe ici pour la mise en exergue ici. On a le chapeau ici. Voilà, donc on a possibilité de faire des styles qui vont nous permettre rapidement d'appliquer ça sur d'autres pages.
Alors, c'est pas tout. Cette double page qui se trouve dans le document, je pourrais me dire, tiens, elle est pas mal. Pour débuter un chapitre, c'est pas mal. J'aimerais la réutiliser, mais avec du texte différent. Voilà ce que vous pouvez faire. En ayant dans la palette page les deux pages en question activées, clic, majuscule, clic, vous pouvez dire, tiens, je vais créer un gabarit, un modèle de page au départ de ça. En allant dans menu de la palette page, gabarit de page, enregistrer en tant que master, en tant que gabarit. Et voilà, elles sont là. Ça veut dire qu'à tout moment, je vais pouvoir insérer où je veux cette double page dans mon document, modifier le titre, remplacer par du texte différent, les images aussi, et en tout cas, ça reste un canevas utilisable. Donc c'est quelque chose qui peut être fait. Vous voyez, c'est l'inverse de ce qui avait été fait au départ, utiliser un gabarit et le mettre dans le document. Là, je prends des pages du document et je dis, tiens, je vais m'en servir comme gabarit pour l'utiliser plus tard ailleurs dans un autre chapitre du livre, un autre chapitre du document.